essayer comment dirais-je, de lâcher prise sur soi et de faire en sorte de recevoir l'autre, mais bien sûr tout en gardant son identité, n'est pas chose facile. Mais il y a, je crois, autre chose qui se met en place, c'est ce que j'appelle le rassemblement des intelligences du cœur. Quand on a ces rassemblements des intelligences du cœur, je pense qu'on peut avancer. D'où je reviens à le droit, oui, et je vous dis, je suis juriste, et donc le droit des relations internationales m'a beaucoup interpellée, mais l'humain au centre fait que c'est quand l'humain est au centre que le droit change, et pas l'inverse. Alors, on va laisser répondre notre éminent anthropologue en droit, Christophe. J'étais très heureux parce que vous venez de dire, parce que depuis un certain nombre d'années, je dirais le dialogue et l'interculturel sont devenus à la mode. Et en devenant à la mode, ils sont devenus, on va dire, c'est des mots. Et puis c'est quoi les meilleures pratiques, c'est quoi les techniques, c'est quoi... Et on perd de vue que la chose vraiment importante, la plus importante, c'est l'humain, comme vous venez de le dire. Il y a une distinction que, personnellement, je trouve très éclairante, qui vient des arts martiaux japonais. On fait la différence entre Bujutsu et Budo. Jutsu, c'est les techniques, donc c'est les techniques martiales. Et vous avez Budo, Do, Tao, c'est la même chose, c'est la voix. Et donc on fait la distinction entre la technique martiale et puis la voix martiale. Et pour moi, c'est quelque chose qui... j'aime beaucoup les arts martiaux, mais donc ça m'a beaucoup interpellé par rapport à la pratique de dialogue. Pour moi, le dialogue interculturel, comme aussi l'anthropologie du droit, c'est une voix, c'est un Tao, c'est un Do. Alors oui, bien sûr, il y a des outils qu'on va utiliser pour le faire. Il y a un côté aussi technique, il y a un côté méthodologique, il y a tout ce genre de choses. Mais à la base, c'est un cheminement de transformation de soi-même. Et si on prend les mêmes techniques et les mêmes méthodes, mais sans le lier en fait à un travail de cheminement, on n'est plus du tout en fait parfois dans du dialogue. Et c'est par rapport à ça que je trouvais important, vous l'avez évoqué un tout petit peu, mais je remettrai l'accent là-dessus, c'est pas facile. C'est pas facile. Et même toute véritable voie, on essaye de se connaître soi-même, c'est pas facile. Parce qu'il y a des très belles choses à découvrir en nous, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses qui sont moins glorieuses. Et ça, c'est individuellement et collectivement. Est-ce qu'on ose regarder tout ça? Et donc le fait de toujours présenter le dialogue uniquement comme c'est ce qui va nous rassembler, nos diversités qui nous réunissent et on va s'enrichir, etc. Oui, c'est vrai. Mais le problème, en mettant toujours l'accent là-dessus, c'est que quand les difficultés viennent, on a l'impression que le dialogue a échoué. Alors que les moments de crise dans le dialogue, ça fait partie de ce processus. Il n'y a pas de véritable dialogue sans qu'il y ait, en fait, là je parle à un niveau très profond, sans qu'il y ait même une crise profonde intérieure. Raymond Panicard, un des grands philosophes interculturels du siècle dernier, qui a beaucoup inspiré aussi le travail de l'Institut interculturel de Montréal, disait que tout véritable dialogue interculturel ou interreligieux commençait avec un dialogue intraculturel ou intrareligieux. C'est quand à l'intérieur de soi-même, on a des visions du monde complètement opposées, qui coexistent, et que on se dit, mais c'est pas possible, comment est-ce que je peux appartenir à ces deux mondes? Comment est-ce que je peux... C'est à ce moment-là que le véritable dialogue au niveau existentiel commence. Donc ça, c'est juste, j'aimerais vraiment insister, j'ai beaucoup aimé que vous mettiez ça en avant, parce que souvent, voilà, ça devient une technique, ça devient quelque chose, mais le côté humain. Mais donc le côté humain, c'est pas évident toujours, et puis ça prend du temps. Par rapport au dialogue avec le Sud, disons avec l'altérité en général, là je pense à une phrase que disait Robert Vachon, qui moi m'a beaucoup marqué, qui est devenu un peu un leitmotiv, on va dire, pour ma propre voix. C'était dans les années 60-70, donc là on est en plein dans le mythe du développement, qu'il faut apporter à la planète entière les droits de l'homme, et puis la démocratie, et le développement à l'occidental, et la science à l'occidental, la médecine à l'occidental, etc. Donc c'était partout. Là je regarde d'un point de vue, donc un occidental qui regarde le monde, ils ont pas. Faut les développer, faut les civiliser, faut leur apporter, etc., etc., etc. Et donc c'est en réaction à ça. Donc Robert Vachon a créé dans sa forme actuelle l'Institut interculturel de Montréal.
Et l'intuition de base, c'était l'autre, donc ça c'est sa phrase, l'autre n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Est-ce qu'on accepte déjà à se mettre à l'écoute de ce que l'autre a à nous dire? Quand on lui dit t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça, bah lui aussi de son point de vue il peut te dire ah bah t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Comment est-ce qu'il construit pour lui c'est quoi la bonne vie? Pour moi c'est quoi la bonne vie? Est-ce qu'on ose rentrer dans ce genre de dialogue? Et si on rentre là-dedans, donc lui il avait beaucoup travaillé avec les Mohawks, donc une des nations autochtones au Canada, donc qui est plutôt sur la partie Québec, qui font partie donc de la grande confédération des 6 nations. Et dans son travail, donc c'était l'idée de trouver un arrangement de paix entre ces nations autochtones et l'État-nation canadien. Et il disait une des choses les plus importantes pour avoir une démarche de paix, c'est de bien se rendre compte que ni avant, ni pendant, ni après, on peut vraiment définir ce que c'est que cette paix qu'on est en train de chercher. Elle nous dépasse tous. Et quand on va parler en anglais, on va en parler d'une certaine manière, puis que les Mohawks, quand ils vont parler en Mohawk, on va parler d'une autre manière. Et le fait de traduire, ça ne dit pas tout de l'affaire. Et donc il faut accepter aussi cette confiance plus vaste en l'autre et dans la vie, sinon on ne peut pas se sortir en fait des confrontations. Et donc une dernière réaction, donc vraiment je n'ai pas trop envie d'ajouter d'autres points parce que j'élabore un peu plus, j'apporte quelques points à ce que vous avez déjà dit parce que je trouve que c'était très bien dit. Quand vous dites l'intelligence du cœur, et là c'était à nouveau Robert Vachon qui dans une interview que j'ai faite de lui, ceux qui ont envie pourront la regarder sur ma chaîne YouTube, je lui pose la question sur l'écoute. Et donc je lui dis, mais Robert, donc le dialogue interculturel pour toi c'est l'écoute? Et là il répond, il me dit oui, c'est l'écoute. Mais c'est pas uniquement l'écoute avec les oreilles, c'est l'écoute avec ton cœur. Et plus profondément, c'est l'écoute avec ton âme. Mais pour écouter, il faut d'abord savoir se vider. Et quand on se vide, alors toutes les choses viennent te parler. Et il disait donc même toutes les choses viennent te parler. Donc à quel point est-ce qu'on ose vraiment ouvrir profondément en fait sa capacité d'écoute? Et c'est à travers ça que pour moi est apparu donc ce lien par rapport à ces pratiques internes, que ce soit le tai chi, que ce soit le yoga, que ce soit ce genre de pratiques, qui nous permettent aussi d'apprendre à nous mettre à l'écoute de nous-mêmes, à goûter ce qu'on est. Et un dernier petit complément, parce que vous disiez à la fin, donc voilà, donc vous êtes parti par le droit, ça vous a ramené vraiment sur le côté humain, et c'est l'humain qui a besoin d'être central pour qu'on puisse aussi changer le droit. C'est Michel Alliot, qui était le fondateur du laboratoire anthropologie juridique de Paris, qui était le maître, en fait, on va dire, d'Étienne Leroy, et que j'ai eu la chance d'avoir encore en tant que professeur. Il disait, le droit, ce ne sont pas les textes, c'est ce qu'en font les hommes. Et Étienne Leroy disait souvent, le droit, il faut le comprendre à travers la pratique des acteurs. Donc effectivement, à chaque fois, on a tendance à l'oublier. Je crois que de nos jours, il y a un très beau potentiel dans la notion de gouvernance et de responsabilisation et de participation. Il y a un potentiel. En tant qu'anthropologue du droit, par exemple, avant les années 2000, on n'avait pas notre place parce que c'était les juristes qui avaient à parler, les économistes qui avaient à parler. Donc quand on commençait à parler de pratiques qu'on observait, juridiques, etc., oui, c'est intéressant d'écouter les sens sociaux, mais ça n'a pas d'impact par rapport à la prise de décision. Ce que la gouvernance a fait de manière très très explicite, c'est que tout d'un coup, toutes ces personnes sont devenues des parties prenantes, des stakeholders. Et donc tout d'un coup, il faut articuler des logiques, etc. Donc tout d'un coup, ce qu'on pouvait déjà dire pendant des décennies avant, a commencé à devenir audible dans des forums plus institutionnels. Donc d'une certaine manière, il y a une ouverture par rapport à ça. C'est magnifique, on dit il y a un potentiel. Mais en même temps, il y a aussi le gros danger qui est on va dans du managérial, dans une approche de management de plus en plus, entre guillemets, débile, de plus en plus technique, qui perd de plus en plus le vue de l'humain. Et on est dans l'évaluation de processus, etc., etc., etc. Mais on perd de vue ce qui est essentiel, en fait, à tout ça. Donc voilà, donc j'ai plus répondu, en fait, vraiment parce que ça m'a vraiment interpellé
ce que vous avez dit. Donc voilà, donc je me suis dit, donc des personnes qui m'ont beaucoup inspiré, je vous ai donné quelques-unes de leurs phrases, on va dire, qui m'ont touché, je crois, qui peut-être apporter un autre éclairage aussi sur l'importance de ce que vous avez partagé.